Adichas à tous. Les pins maritimes ont toujours fait partie du paysage landais, même avant les grandes plantations sous Napoléon III, surtout sur l'arrière-dune. La récolte de la résine se fait depuis des temps immémoriaux, c'est une certitude. Ce qui est plus rare, ce sont les témoignages sur les procédés de récolte et d'extraction de produits résineux avant le XIXe siècle. Un pin, pour pouvoir être gemât, doit avoir de 18 à 20 ans et être d'une grosseur et hauteur convenable, 1,10 m de circonférence environ. Le résinier avait une petite astuce. Il se collait contre le pin, entourait ce dernier avec son bras droit, et s'il voyait un bout de sa main sans bouger la tête, c'est que le pin n'était pas apte à être gemé. La période de travail dans le seigle, la forêt de pins, s'étalait généralement de février-mars à novembre. Donc, le premier travail de la rousineille, le résinier, était de repérer et marquer les pins aptes à être résinés sur les parcelles qui lui étaient attribuées par les propriétaires ou employeurs. Puis, il devait préparer l'écart, futures et anciennes, en pelant le pin si nécessaire et en installant les pots. Il lui fallait aussi parfois ouvrir des sentiers sur les nouvelles parcelles ou entretenir ceux de celles qui étaient déjà exploitées. La résine n'est pas la sève du pin, c'est ce que sécrète le pin pour guérir une blessure. Et donc, pour récolter la résine, il faut blesser l'arbre. Quand arrivait le mois de mars, on ouvrait les nouvelles carres, c'est saigné dans les arbres d'où s'écoulait la résine, on disait rabia le car, et il fallait aussi raviver les anciennes, c'était le pic. Voici les 3 méthodes de gémage dans l'ordre chronologique. Le gémage au trou, l'ujumaj à crotte, la méthode traditionnelle dite méthode Pierre-Hugues et le gémage à l'acide. D'autres méthodes ont été essayées, mais elles sont anecdotiques. L'ujumaj à crotte, littéralement le gémage au trou. C'est la méthode la plus ancienne et qui perdura jusqu'au milieu du XIXe siècle et l'apparition de la méthode Hugues. La résine est composée d'environ 70% de colophane, de 20% de térébenthine et de 10% d'impuretés. Jusqu'à l'apparition de la méthode Hugues et d'une résine récoltée plus riche en térébenthine, la colophane, l'hébré, la poix et le goudron étaient les principaux produits recherchés. On verra pourquoi dans une prochaine vidéo. L'utilisation de la poix et du goudron est attestée depuis bien avant l'époque romaine dans notre région. Donc, pour le gemage à crotte, on creusait un petit trou au pied d'un arbre, photo 1, qu'on appelait loucrotte, généralement orienté à l'est ou au nord-est, à Odawan ou au Pichou, pour le protéger des intempéries, puis on ouvrait la carre, cabine le quart, avec un outil tranchant, originellement une hache, photo 2, puis avec une hache à lame courbe, plus adaptée à ce travail, le haptiot, que l'on va voir en détail dans la vidéo numéro 2. La résine récoltée dans un trou dans le sol était très sale, résine sableuse ou torale. Alors, on a vu apparaître des petites caisses en bois, lustos, photo 3, posées au sol au pied de la carre et qui permettaient d'obtenir une résine moins sableuse. On a utilisé aussi des assiettes d'argile simplement posées au sol sous la carre. L'inconvénient de cette méthode était que la résine qui s'écoulait, parfois d'une hauteur de plusieurs mètres, perdait en qualité du fait de la trop grande évaporation de la térébenthine. La méthode Pierre-Hugues. Le pot en terre cuite vernissée, l'oquichot, fut proposé en 1836 par le pharmacien d'Aqua Hector Serres, puis la méthode fut mise au point par son ami Pierre-Hugues qui, en 1845, déposa son premier brevet. La méthode consiste à peler le pin, espurgalupin, photo 1, sur environ 80 cm de haut et entre 24 et 36 cm de large, en faisant très attention de ne pas entamer l'aubier, l'aubec, qui est la partie tendre et blanchâtre qui se forme chaque année entre le bois dur et l'écorce d'un arbre. Ensuite, à l'aide d'outils appropriés, que l'on verra en détail dans la prochaine vidéo, on place le crampon, cette gouttière en zinc destinée à guider l'écoulement de la résine dans le pot, photo 2 et 3. Puis on plante à la bonne distance une pointe en dessous, photo 4, et on cale le quichot entre la pointe, le put et le crampon, photo 5. Il ne reste plus qu'à ouvrir la carre sur une hauteur d'environ 80 cm à l'aide du haptiot ou d'autres outils que l'on verra par la suite, photo 6. Cette ouverture se fait au centre de la zone écorcée, sur une largeur comprise entre 8 et 12 cm et d'une profondeur calculée, pas trop importante, car la carre doit être rafraîchie régulièrement. La résine n'est produite que par les canaux résinogènes qui se trouvent sur le pourtour de l'arbre. Il serait donc contre-productif d'entailler au-delà de ces canaux. La deuxième année, la hauteur de la carre double, on appelait ça le double-œil, et ainsi de suite pendant 3-4 ans, durée d'une vie d'une carre par chez nous. Les éventuelles prochaines carres autour de l'arbre seront distantes de 8 à 12 cm entre elles. Ces carres devaient être rafraîchies, généralement tous les 7 jours, on appelait cela le pic, photo 1 à 3. Pour cela, on entaillait de nouveau l'arbre un peu au-dessus de la pique précédente, quelques centimètres seulement,
et on descendait. La fréquence de la pique pouvait varier d'un endroit à l'autre. Avec la récolte, on vidait les pots toutes les 2 à 3 semaines environ. Cela constituait le gros du travail de mars à octobre. Il arrivait que soit décidé qu'un pain serait jamais à mort, pain scanatus sarciate, photo 4. Alors les ourles, non données à ce qui reste de bois entre deux quarts, sont fragilisées, éclatent et s'ouvrent, donnant au pain la forme si caractéristique du pain bouteille, photo 5, arbre emblématique de la montagne qui est le surnom de l'arrière-dune. Le gémage à l'acide. À partir des années 50, on expérimenta la technique dite du gémage à l'acide. Il s'agissait de vaporiser sur la carre de l'acide sulfurique dilué afin d'augmenter de près de 20% la production de gemmes et de diminuer le nombre de pics tous les 15 jours au lieu de 7. Photo 1. Dans ce système, on n'entaille plus l'aubier. La carre n'est plus en creux mais à l'aspect d'une surface plane. On essaya aussi des pots en matière plastique et des poches en polyéthylène agrafé à la base de la carre, photo 2, dans lesquelles la gemme s'écoulait, un système de soufflet empêchant l'orifice supérieur de se refermer. L'outil pour préparer la carre, la rainette, renote, photo 1, est donc à lame plate et comporte, à l'opposé, un place-bire. On parlera des bires dans la vidéo numéro 2. Le vaporisateur, photo 3, était fixé au bout d'un manche qui était équipé d'un système de poignée, actionnant deux pattes qui, serrant la bouteille, faisaient sortir un nuage d'acide. Il en existe aussi où le flacon est fiché à l'autre bout du manche. L'opérateur pressait alors directement ce flacon pour vaporiser l'acide, photo 4. Ces longs outils permettaient aux gémeurs de vaporiser de loin en limitant les risques d'exposition à l'acide. De même, le crampon en zinc prend une nouvelle forme. Il a un côté concave sur sa longueur. Il est alors surnommé Bliec, du nom des vulgarisateurs du système. Les effets de cette technique, qui, selon certains, pouvaient être nocifs pour les oiseaux, les écureuils et surtout les personnes, n'ont pu être mesurés correctement car le gémage s'est arrêté quelques années plus tard. Mais il paraît évident que ce système ne devait pas être très sain. Voilà pour ce survol succinct des 3 principales formes de gémage qui ont été utilisées dans le massif forestier landais. Si l'histoire de la récolte de la résine vous intéresse, la prochaine vidéo sera consacrée à la description des outils utilisés par les résiniers. Puis, pour finir, on verra la récolte, la distillation et les produits qui en découlent. À Dichat et à la Rabode.